Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Il est 10h45, on est en direct sur la chaîne Bismart pour le grand débrief de l'ActuTech. C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech que vous regardez sur la chaîne Bismart tous les jeudis en direct à 10h45. Et aujourd'hui, mes débriefeurs sont autour de la table déjà bien installés. Ils sont prêts au taquet pour réagir à toute l'actualité. Wafa Amal, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes la CEO de Prism AI. Et puis Stéphane Roder, bonjour Stéphane, bonjour, le CEO d'AI Builders. Oui, on a des spécialistes en intelligence artificielle là avec nous. Ça tombe bien, ça fait partie vraiment de l'actualité. Et puis Maître Kellenek, Eric Le Kellenek, bienvenue, avocat associé chez Flichy Granger Avocat. Bonjour Delphine. Spécialiste également de l'IA. Alors, il n'est pas encore le soir, nous sommes le matin. Eric, c'est pas. La journée ne fait que commencer. Voilà. Et au programme, on va parler de Vivatech. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre tour pour la première journée ou si vous vous y préparez. Et pareil, derrière votre écran, qu'en est-il ? En tout cas, on va essayer de vous donner, nos premiers retours. On va aussi s'intéresser à ce déluge de réactions suite à la coupure de Fable 5 d'Anthropic. Et vous, comment avez-vous réagi ? Et vous, chers débriefeurs, qu'est-ce que vous allez nous partager avec nous ? En tout cas, on a une réaction du Premier ministre qui a fait des annonces. Alors, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Mais d'abord, on va s'intéresser. Puis si on a le temps aussi, mais je ne sais pas si on aura le temps parce que ça va toujours très très vite dans ce débrief. J'aimerais bien qu'on dise un mot du premier data center sous-marin opérationnel en Chine, inauguré à Shanghai avec un coût d'environ 225 millions de dollars. Il est alimenté par de l'éolien offshore. Voilà, ça mérite quand même de regarder si c'est l'avènement de quelque chose de nouveau. Mais je voulais qu'on commence avec le rôle de l'État comme acteur du numérique. Et pour lancer la discussion, je ne sais pas si nous sommes connectés, pour tout vous dire, avec Vivatech, avec Florian Deleuzen. Apparemment, oui, super. Bonjour Florian. Bonjour. C'est parfait, vous nous entendez. Vous êtes le chef de l'opérateur de produits interministériel de la direction interministérielle du numérique, autrement dit la DINUM. Et cette année, vous êtes sur Vivatech qui fête ses 10 ans, mais il y a aussi France Connect qui fête ses 10 ans. France Connect très connue par l'ensemble des citoyens, je pense, puisque c'est une plateforme, un outil d'authentification largement déployé. Alors justement, quels sont d'ailleurs les chiffres de déploiement de France Connect ? Quel est un peu le bilan que vous tirez de ces 10 années de France Connect ? France Connect, c'est marrant, parce que j'étais là depuis le début. On se félicitait à l'époque d'avoir 26 000 connexions. Là, on en est à un demi-milliard. On a eu 500 millions de connexions sur les 12 derniers mois. Et il a été utilisé par plus de 45 millions de citoyens. Donc, c'est vraiment une progression fulgurante. C'est le plus gros produit qu'on a aujourd'hui à la direction interministérielle de numérique. D'accord. Et on opère en... Juste une question, votre micro, il est où ? Parce qu'on vous entend vraiment très très mal. Désolé, c'est les AirPods, j'essaie de faire au mieux. Ok, alors on va essayer de continuer. Donc vous disiez 500 millions de connexions, donc ça c'est assez impressionnant. Quelles sont les prochaines étapes pour France Connect ? Comment vous voyez la suite arriver ? Parce que ça bouge beaucoup en matière d'identité numérique, notamment avec les projets de règlement. D'ailleurs, Maître Kellenek va sans doute en dire un mot autour de l'identité numérique. Comment va évoluer France Connect ? On est en train de rédiger la stratégie pour les années à venir sur l'identité numérique. Nous, on espère beaucoup que le wallet va réussir à faire de l'interopérabilité entre les systèmes d'identification en Europe. On a encore beaucoup de systèmes qui sont cloisonnés dans les pays. On espère qu'il y a des usages transfrontaliers et puis même des services qui pourront être rendus de façon plus globale à l'échelle européenne. Et en France, on espère qu'on va avoir des niveaux de certification plus forts qui vont nous permettre de sécuriser nos services. Donc la question, quand vous dites on espère, c'est-à-dire on peut essayer de mettre des choses en place, on participe aux discussions. Qu'est-ce qui se passe autour en ce moment-là du wallet européen et ce règlement EIADS ? Version 2, puisqu'il existe déjà une version 1, absolument. L'idée, c'est d'avoir des référentiels communs pour permettre précisément, et c'est en lien aussi d'ailleurs avec l'identité sur les plateformes pour les mineurs, d'avoir enfin des règles communes pour comment, en ligne, pouvoir authentifier des personnes. Alors, on laisse de côté la carte
carte d'identité avec une puce, c'est des technologies effectivement obsolètes, mais il y a des réflexions effectivement au travers, notamment aussi de données biométriques pour renforcer la sécurité des accès, en complément bien sûr du RGPD et de tout ce qu'on a par ailleurs sur la sécurité informatique. Je pense à NIS2 en particulier et DORA dans le domaine bancaire. Mais alors, ça va arriver quand, ce nouveau règlement sur la version 2 sur l'identité numérique? On va être obligé d'y arriver là avant la fin de l'année, puisque typiquement, on a beaucoup d'échanges depuis de nombreuses années et il y a eu trop d'initiatives nationales, notamment en France, qui ont reçu les foudres de la Commission européenne. Donc, c'est une obligation de résultat. C'est maintenant ou jamais. D'accord. Et alors, ça crée une petite pression du côté de la DINUM, ce sujet. Comment est-ce que vous l'abordez? Parce qu'en France, l'identité numérique, elle est quand même assez pilote en Europe. Non, Florian, je pense qu'on va... Je suis désolée, je vais vous laisser retourner à Vivatech parce que franchement, on a vraiment du mal à comprendre ce que vous dites. La connexion est pas suffisamment de qualité pour qu'on continue à rester ensemble. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on creuse un petit peu ce sujet de France Connect. Mais écoutez, on le fera quand vous sortirez du salon. Je pense que c'est une meilleure idée. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait cette tentative de connexion avec nous dans Smart Tech en direct sur le débrief. Puisqu'on est sur Vivatech, je propose qu'on enchaîne directement. Qui a passé la première journée de Vivatech sur place? Moi, mon capitaine. Nous sommes 2. 3. Ah, je croyais que vous disiez non. Non, je dis moi, mon capitaine. Ah, on est 3 sur 4. Moi, je l'ai suivi en ligne. Mais ok, toute la journée, comme ça, derrière un ordi. Non, alors moi, j'avais surtout 2 points qui m'intéressaient. Jeff Bezos, évidemment, projet Prometheus, par rapport à la guerre entre ces géants de l'IA, c'est passionnant de suivre les évolutions. Mais j'ai surtout retenu, moi, l'intervention commune de nos ministres du numérique en France et en Allemagne, et vraiment une définition de la souveraineté numérique, sujet sur lequel nous allons revenir, pour lequel je vois de vraies avancées, tout particulièrement dans le contexte où, après l'échec sur le terrain militaire, il fallait vraiment que le couple franco-allemand fasse front commun, et sur ce sujet, c'est plutôt rassurant. Et ça vous a plu le speech de Jeff Bezos, donc hier matin ça... Évidemment, je pense que par rapport... Vous n'avez pas trouvé ça un peu déconnecté par rapport à tous les sujets, justement, en ce moment, sur la souveraineté ? Alors, on peut effectivement le trouver déconnecté. Je rappelle que parallèlement au G7, il y a aussi des représentants d'Anthropic, Sam Altman lui-même, qui étaient convoqués. Donc, on voit qu'on est dans cette ambivalence entre fascination pour ces géants de la tech, absolument, et finalement les réalités du terrain et le fait qu'il faille construire enfin cette autonomie numérique européenne, à défaut effectivement d'une souveraineté qui conduirait à une forme d'autarcie. Donc, on voit qu'on est dans cette recherche d'équilibre malgré tout. La technologie la plus avancée, les frontier models, il reste aux États-Unis. Et là, typiquement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait ? On doit investir et on doit se mettre d'accord quand même sur des référentiels communs. Pour revenir à Jeff Bezos, concrètement, voilà, il a mis de l'eau dans son vin après les discours de remise des prix qui avaient fait l'objet de quelques petits scandales dans certaines universités américaines, notamment sur les transformations liées à l'emploi. On voit là concrètement qu'il rassure, il vient dire que l'IA est un outil parmi d'autres, mais ne remplacera pas les humains. Il s'agit juste de retrouver tout le monde s'aligne, à défaut de faire un jeu de mots avec l'alignement dans l'intelligence artificielle, mais tout le monde s'aligne sur les discours aux États-Unis, j'ai l'impression, sur la question de l'emploi. Alors, ils sont tous catastrophistes, puis d'un seul coup, ils sont tous d'accord pour dire finalement non. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette intervention, si vous l'avez suivie hier matin, Wafa ? Alors pour ma part, j'ai pas pu la suivre parce que j'étais occupée sur notre stand. C'est pour ça que j'ai une voix un peu cassée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à Vivatech, c'est que pour moi, c'était la preuve concrète que le marché bouge. J'ai mélangé anglais et français, désolé. Bouge sur la question de l'IA, de l'intelligence artificielle. Là où l'année dernière, il y avait beaucoup de découvertes, il y avait beaucoup de questionnements sur quelles sont l'époque, quelles sont les nouvelles innovations qu'on peut suivre concrètement, qu'est-ce que ça pourrait changer. Aujourd'hui, les questions qui arrivent, c'est comment passer à l'échelle, comment industrialiser. Donc l'IA n'est plus juste un sujet d'innovation, c'est vraiment un sujet qui devient au cœur des systèmes, qui vient changer des processus métiers, qui vient s'intégrer au système d'information. Et du coup, ça amène des questions sur comment je fais pour être sûr que c'est une IA fiable, comment je fais pour m'assurer que c'est sécurisé, comment je suis mes coûts, comment est-ce que... Vous avez trouvé qu'il y avait plus de maturité sur ce sujet cette année sur Vivatech. Stéphane, votre Vivatech. Moi, un Vivatech un peu paradoxal, où la veille, on me dit
tu n'auras pas accès à des technologies américaines, et j'arrive au Vivatech où je ne vois que des technologies américaines. Et donc je me dis, mais en fait, c'est pas pour moi. Et si tout ce qui est américain ne sera plus accessible, finalement, est-ce qu'on n'a pas raté ce virage? Est-ce que cette construction de la filière que nous appelions de nos voeux depuis, je vous rappelle, 2018, où je l'avais écrit au sein de la Fondation Jean Jaurès, eh bien, on se retrouve aujourd'hui un peu le bec dans l'eau, avec une filière qui n'existe pas, des entreprises qui ont compris qu'il fallait prendre le virage de la transformation. On le voit très clairement à Vivatech. Elles sont tous en train de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ouais, ce que je disais au AFA, c'est ça y est. Donc voilà, on sait une filière du soft qui est en train de se mettre en place. Mais par contre, il nous reste rien, en fait, en termes d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on n'a pas les processeurs, on n'a pas les data centers, on n'a pas le cloud, et on n'a pas les modèles, parce qu'on s'aperçoit que finalement, Mistral, aussi bon soit-il, malheureusement, n'ont pas été assez financés, et nous n'avons qu'un seul Mistral, alors qu'en face de nous, on a des OpenAI, on a des Anthropic, même ne serait-ce que Ollama. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde dit, OK, retournons-nous vers l'open source. Ouais. Hein, et aujourd'hui, les meilleurs softs pour utiliser des modèles open source sont américains. On n'a même pas ça. Donc, en fait, américains ou chinois? Je sais pas. Non. Ollama, c'est ce qui permet de faire tourner. Oui, non, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a des modèles chinois aussi qui sont d'excellente qualité. C'est sûr que ça vous l'apporte au modèle chinois, à DeepSeek, à Queen, et on va se retrouver dans un étau, en fait. On est en train de faire. Mais vous êtes un peu sévère quand même, Stéphane, quand vous dites on n'a rien du tout. Bon, les data centers, on a quand même une filière de data centers en France. Et qui pousse en termes de lobbying auprès du gouvernement, qui est entendu. Il y a des mesures qui sont prises en faveur de l'installation plus rapide, de la simplification de l'installation des data centers. Et puis, on vient nous chercher aussi pour notre énergie décarbonée. Donc, nos data centers sont bankable, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, moi, quand je suis rentrée sur Vivatech, j'ai vu OVH Cloud, Scaleway, passer des deals. Bon, il y a quand même... Ça bouge quand même en France autour de l'IA. Oui, mais l'offre de cloud est très light, trop light, beaucoup trop light. L'offre de modèle est beaucoup trop light. On ne peut pas se permettre d'avoir un seul provider. On ne peut pas se permettre d'avoir un provider qui est financé que par une banque. Il y a une banque française qui investit uniquement dans Mistral. C'est un scandale. C'est purement scandaleux. Donc en fait, soit on se donne les moyens, et l'État n'a pas joué son rôle, n'a pas compris que l'IA est une infrastructure au global, que ce soit sur la partie chipset, jusqu'à... un chipset, il y a Cyper, par exemple. Ouais. Qui produit de la technologie pour faire des microprocesseurs, pour le calcul haute performance. Okay. Ils ont reçu 1 milliard de financement, 2 milliards, 3 milliards. Non mais c'est ça aujourd'hui l'enjeu. On est en train de vivre exactement ce qu'on a vécu sur les voitures électriques. On voit le train passer doucement. Sûrement, voilà. Effectivement, si vous comparez avec les trilliards d'IPO chez Google et effectivement Starlink... C'est dur. Voilà, c'est très très dur, mais je pense que moi, je serais beaucoup plus optimiste où cultivons notre jardin, certes avec des acteurs plus petits et plus modestes, mais qui permettent d'avoir des vraies alternatives le moment venu. Vous faites quoi sans Fable 5 ? Alors, on passe on y va. On passe au sujet. Fable 5, d'Anthropic, dont on nous a annoncé que c'était fini, on n'allait plus pouvoir y avoir accès. Moi, ce qui m'a frappé, j'ai titré là-dessus sur le déluge de réactions, c'est des réactions de toute la classe politique, mais vraiment généralisée, qui se scandalise que d'un seul coup, on nous coupe l'accès à un produit qui, je ne sais pas s'il l'utilisait avant, déjà, et pourquoi d'un seul coup se dire « Ah, mais en fait, on en a absolument besoin ». Tout à fait. Oui, mais de la part de certaines personnalités, moi, ça m'a étonnée, finalement. Je pense que la question n'est pas question de dire j'en ai absolument besoin. C'est la peur que ça réveille derrière, parce que ça rejoint la question de Stéphane, de se dire aujourd'hui on a trop de dépendance par rapport à des technologies non européennes et donc américaines, et que cette coupure risque d'arriver
par ailleurs. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu sur le cloud. Rappelez-vous, quand on est passé du jour au lendemain avec le Covid sur du temps de tout le monde en télétravail, il y a eu des coupures, des problématiques de bande passante pour servir l'Europe parce qu'on était complètement dépendant sur la partie collaborative, des outils collaboratifs vis-à-vis de ces fournisseurs. Aujourd'hui, cette peur est encore plus persistante parce qu'on devient dépendant de l'intelligence artificielle. Ce que je disais au début, c'est qu'il n'est plus temps de parler d'innovation ou de tester. Aujourd'hui, l'IA générative rentre dans les process. Et donc, nous, c'est là où... mais on peut peut-être en profiter justement en se disant, OK, on n'aura peut-être pas Fable 5, mais faisons autre chose. Exactement. Et c'est là où nous, notre définition de la souveraineté, c'est la liberté de choix. C'est cette capacité de jouer entre différents modèles et de basculer d'un modèle à l'autre, de basculer d'un cloud à l'autre. On a chez Prisma, on a dans notre ADN l'habitude d'essayer de faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Donc, un État, un continent qui a très peu investi dans la technologie. Nous, on a essayé de transposer cet ADN qu'on a dans la manière dont on adresse le marché. Donc, on essaie de l'adresser de manière pragmatique. La souveraineté, pour nous, c'est une question d'architecture qui nous permet de rendre le cloud et le modèle de langage une commodité. Et c'est exactement ça qu'on souhaite éviter grâce à ça, c'est que la coupure Fable 5 ne soit pas un problème et puisse permettre de switcher vers une autre solution. Éric, je vous ai coupé. Vous alliez dire justement... Fable 5 ou Mythos 5 actuellement? Plus personne. On l'avait. Plus personne. Oui, mais justement, Anthropic, face à cette exigence de l'export control, c'est pas Trump qui a appuyé sur le kill switch. C'est effectivement l'administration américaine, comme elle le fait depuis des décennies. Alors, il faut savoir que sur le côté militaire, c'est l'ITAR, et sur le côté civil, c'est l'Export Administration Regulations. Donc, bref, il y a des compétences, effectivement, selon les domaines. Mais Anthropic s'est retrouvé à cette demande de couper à tout foreign nationals. Et elle n'a pas su faire techniquement, puisqu'on parlait d'identité numérique, qui est réellement l'utilisateur de Fable 5 ou Mythos 5 derrière son smartphone avec des VPN aux quatre coins du monde. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'elle n'a pas su faire techniquement de couper l'accès à tous les étrangers, y compris ceux qui sont sur le sol américain, ou est-ce qu'elle n'a pas voulu le faire? Ça, je ne sais pas, je pose la question. Et effectivement, ce n'est pas la France, l'Europe qui était visée, mais ça permet une prise de conscience sur ce possible kill switch, en fait. C'est ça qui a généré, tout ce déluge de réactions. Mais est-ce que ça veut dire que la France a vraiment aujourd'hui une dépendance en matière d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est déjà des utilisateurs massifs de ces technologies? Et donc, quand on nous coupe le Fable 5, ça fait mal. Pour l'instant, quand on coupe Fable 5, ça fait pas mal à grand monde quand même. Si. Et de toute façon, même les États-Unis, personne n'a plus accès pour l'instant. Donc, il n'y a pas de différence de compétition. Ils ont coupé pour tout le monde. Mais quand même, Fable 5 permettait de faire des travaux beaucoup plus longs que les autres modèles. Et donc, en fait, tout ce qu'on lançait en batch et qu'on demandait, qui prenait beaucoup de temps, était très bien fait par Fable 5, un peu moins bien fait par les Opus. Et donc, en fait, on arrivait à des modèles qui travaillaient vraiment très bien au niveau agentique. Et donc, c'est pour ça aussi que, il y a toute la partie, bien sûr, cyber, pour le coup, qui est très dangereuse. Et là, ils ont certainement raison. Il faut le faire avec parcimonie. Mais cette partie, en fait, pour laquelle on a tous travaillé, finalement, être capable, en fait, de déléguer à des agents, en fait, du travail assez complexe. Là, avec Fable 5, on arrivait, en fait, à un niveau qui était ce qu'on n'avait pas finalement atteint et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Même des Queen 3.6 qui sont très, très bons n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc... Alors, le président de la République aussi s'est exprimé même sur ce sujet à l'occasion du G7. Et il dit, la bonne chose, c'est que finalement, on prend conscience des dangers aussi de ces outils. Et donc, on fait un peu attention, une sorte de principe de précaution qui s'installe. Bon, ça, c'est pas les mots du président, ce sont les miens. Voilà, parce qu'il y a aussi tout ce débat en Europe sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on doit créer une industrie autour de la sécurité de l'intelligence artificielle? Peut-être qu'on est les mieux placés même pour le faire aujourd'hui en Europe. C'est peut-être ça aussi le réveil qu'on doit attendre. Pas uniquement de dire attention à nos dépendances, mais aussi qu'est-ce qu'on met en place? Parce que oui, ça pose des questions aujourd'hui de sécurité. Oui, mais il faut avoir des modèles équivalents, capables de trouver les mêmes failles au même niveau. En fait, il faut qu'on soit tous équipés de la même manière. Là, on a une vraie
C'est un peu comme la guerre qu'on avait avant, pendant la guerre froide, là, pour le coup. Ils sont en train de nous rejouer la guerre froide. C'est-à-dire oui, bien sûr. Voilà, donc on va se garder... Est-ce que la réponse de Sébastien Lecornu vous a satisfait? Vous êtes dit, c'est du niveau de ce qu'il faut faire, puisqu'il a annoncé 655 millions d'euros supplémentaires donc, pour le développement de l'IA, et puis le déploiement de plusieurs outils d'intelligence artificielle en chatbot pour les administrations. Alors, vous êtes dit là, c'est la bonne réponse? Alors déjà, l'État... Alors Palantir... Allez, on va faire... Non, c'est pas tant qu'on a sur ces cartons. Bonne réponse ou mauvaise réponse? Ah, on est très sévère. Alors, devant le micro, parce que je ne vous ai pas vu. Voilà, très bien. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Allez, parce Stéphane. Que Palantir, il fallait sortir il y a 10 ans. Et Ah oui, alors ça, j'ai pas dit. Oui. Et que aussi l'annoncer en même temps. Oui, voilà. La sortie de Palantir. Pour la DGSI, effectivement. Oui, mais... Voilà, au profit de Chatvision, le français. Oui, mais il fallait faire il y a 10 ans. Ça aurait créé un acteur français de Palantir. L'armée française n'a pas Palantir. Il fallait, en fait, financer un Palantir français depuis 10 ans. Donc ça, déjà, c'est un drame. Et c'est encore une fois l'État qui n'a pas joué son rôle. Après... 650 millions d'euros, c'est certainement ce qu'a dû coûter les actes. Oui. Voilà. Oui, bon, bah, d'accord. Voilà. Je rejoins complètement Stéphane. Le coût qui a été versé à Palantir pendant 10 ans aurait pu effectivement financer un équivalent français. Et ça, c'est le sujet, et on le retrouve dans plusieurs acteurs où on ne va pas forcément aller chercher une solution équivalente européenne, quand bien même elle existe. Et souvent, les questions ne sont même pas une question de performance. Souvent, il y a des solutions qui vont être tout aussi performantes, mais c'est une question de facilité. Et cette réponse de pourquoi ce choix, parce qu'ils sont déjà sur place, ils sont intégrés à notre système d'information. On est dans ce qu'on appelle le vendor lock, qui est très très dangereux. Ouais. Et là, on rentre dans une économie, et il y a des banques qui vont avoir cette réaction. Pour revenir sur la question de l'investissement des banques françaises, c'est encore plus malheureux, parce que en fait, on réinjecte du capital français sur de la technologie étrangère, plutôt que je parle même pas de l'investissement, je parle vraiment sur le coût que ça leur coûte. Et ça, c'est très malheureux, parce que c'est parce qu'on n'a pas anticipé, c'est parce qu'on continue à ne pas avoir ce réflexe de donner la priorité européenne. Et encore une fois, la question de la performance n'est même pas un sujet. Il faut que ce soit à performance égale. C'est un sujet vraiment... il y a un éveil, il y a beaucoup de paroles. Il faut aligner les actes. De la performance égale, c'est le sujet quand même, aujourd'hui, qu'on nous met en avant. C'est, ah bah oui, mais... ça ne remplit pas toutes les conditions, ça ne fait pas exactement la même chose que ce que proposent les voisins américains. Ça, c'est quand même à chaque fois l'argument qui est renvoyé. Maintenant, c'est une question de volontarisme. On a parlé tout à l'heure de, effectivement, France Connect, gérée par la DINUM. Et on voit bien que quand il y a une autorité claire avec des objectifs qui sont précisément définis, on arrive à un résultat. Alors moi, je voulais justement rebondir sur une autre intervention de notre Premier ministre, puisque là, ça sème un peu le trouble. Il s'agirait de réorganiser justement les directions du numérique au sein de l'État, notamment la direction interministérielle de la transformation publique, qui serait reprise ou pas par la DINUM dans une nouvelle autorité nationale du numérique et de l'IA. Ça a semé en fait un peu le trouble sur le terrain, et on espère que les choses vont être mises au clair, sachant que, vous le savez, il y a également d'autres entités qui vont avoir des compétences sur l'IA. Vous savez, il y a un diagramme avec la DGE et la DGCCRF qui devrait chapeauter aussi les questions d'IA. Donc je pense que précisément à ce moment stratégique où on a besoin d'une intervention claire de l'État, ne nous perdons pas dans nos travers français avec trop d'autorités dont on ne verrait plus très bien quels sont clairement les mandats. C'est ça, c'est qui va piloter, qui le pilote, quelle est la vision stratégique transverse. Oui, en tout cas, pour ce qui est de la transformation de l'État, il y avait une vraie nécessité à réformer la DINUM, et ce qui a été fait est très bien. Parce que là, on va donner les moyens à la DINUM de déléguer de la transformation de chacune des entités de l'État. C'est-à-dire, Stéphane, soyez plus précis, j'ai pas compris. Vous trouvez que la DINUM, c'est très bien ce qu'elle a fait les 10 dernières années, ou non? C'est très bien ce qui va être modifié. Oui, parce que j'y ai participé. Donc.
Je peux pas dire le contraire. Jugé parti. Voilà, je peux pas dire le contraire. Il fallait absolument cette réforme. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Éclairez-nous sur ce qui vous semble positif. Ce qui est positif, c'est que la DINUM, en fait, va créer une offre de services qui va permettre, en fait, à toutes les entités des services de l'État d'en profiter et d'avoir, en fait, de quoi se transformer. Ouais. Mais c'était déjà son rôle. C'est la direction interministérielle du numérique qui fournit des outils. Oui, mais elle ne le faisait pas. Elle n'était pas dans la partie IA et structuration de ce qu'on appelle un data office. Ouais. En fait, elle avait une vision très, je dirais, technique. Ils ont refait un truc genre Albert. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Là, pour le coup, il serait content de l'entendre, notre ami. Oui. Mais ok. Mais là, pour le coup, ça va être structuré. Et regardez ce qui a été fait merveilleusement bien par l'armée avec l'AMIAD, Monsieur Ronde-Pierre. Ouais. Là, on va avoir exactement la même structure. Et c'est ça qu'on appelait de nos voeux, pour que, en fait, les services de l'État puissent se transformer correctement. Donc ça bouge quand même. Vous dites que voilà, on a mis un carton rouge, mais on est quand même content que les choses bougent autour de ces sujets. Je voulais qu'on termine très rapidement sur avènement ou non des data centers sous-marins. Je voulais entendre comprendre un peu votre analyse sur ce sujet, puisque la Chine a inauguré à Shanghai le premier data center sous-marin au monde alimenté par éolien offshore. Est-ce que vous dites c'est l'avenir? Évidemment, il fallait le faire. Bon, jusqu'ici, on s'était cassé les dents sur les problèmes techniques, mais visiblement, c'est faisable maintenant. Ça fonctionne. Entre des data centers sur la Lune et data centers dans les océans, c'est plus rapide sous la mer, visiblement. Je pense qu'effectivement, c'est quand même plus réaliste. Enfin, moi, je viens d'une région où, effectivement, on a des usines marémotrices. Donc, si on a parlé de l'éolien également, ça peut permettre à la fois d'avoir une source d'énergie et en même temps, concrètement, refroidir efficacement sans trop réchauffer quand même les océans. Pourquoi pas alors, je ne sais pas si on va voter. Oui, moi, on ça peut serait voter. plutôt carton vert. Ah ouais. Moi, je suis rouge parce que, en fait, je sais pas jusqu'où on va aller mettre des data centers, quoi. C'est juste une question que je me pose. Ah, très partagés tous les deux. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes partagés. Parce que il nous faut de la data center. Parce que sans data center, toutes les ambitions qu'on est en train d'annoncer, je parle en général, je dis pas il faut que ce soit la Chine qui le fasse, mais de manière générale. Il nous en faut. Et on sait que c'est un véritable sujet. Il y a eu des annonces au niveau de la France par rapport à ce sujet-là dernièrement, et c'est très bien. Maintenant, je suis partagée parce que justement, comme vous, où est-ce qu'on va aller parce qu'il y a d'autres dispositions, ça va refroidir les océans, mais quel est l'impact réchauffer. Ça va refroidir le data center. Ça va refroidir le data center, mais ça va réchauffer exactement. Et du coup, quel est l'impact finalement sur notre planète? Parce que on ne peut pas ne pas se poser cette question-là. Stéphane? Moi, je pense qu'il faut aussi aller chercher des modèles plus petits et plus spécialisés. Oui. Parce que là, on a dimensionné en fait des data centers pour des modèles génériques qui font tout et qui font rien. Ouais. La suite, quand même, avec cette décomposition qu'amènent les agents, en fait, décomposition du raisonnement, on va avoir la capacité d'attribuer chacune des tâches à un modèle spécifique, taillé sur mesure. Et donc, revoyons un peu nos modèles avant d'immerger tous nos data centers au fond de la mer. Et c'est ça, investissons au bon endroit. Merci beaucoup à tous les trois. Wafa Amal de Prism AI, Éric Lequelennec de Flichy Granger, avocat, et Stéphane Roder d'EA Builders. Merci à vous de nous suivre. C'était le grand débrief de l'ActuTech sur Bismart tous les jeudis à 10h45. Donc rendez-vous la semaine prochaine et puis lundi déjà pour de nouvelles discussions sur la tech.